le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'A priori, l'émission et balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je m'appelle Charlotte et c'est encore une fois moi qui va être votre animatrice aujourd'hui. Donc, au dernier épisode, j'ai reçu Antoine et Victor avec qui j'ai parlé de politique sous un angle un peu plus humain. On a jasé des enjeux qui entourent la vie personnelle des politiciens, à savoir si l'âge a une influence sur la compétence des députés, si un scandale au niveau de la vie personnelle devrait avoir un impact sur la carrière politique de quelqu'un. On a parlé même de l'enjeu de la détermination des salaires des députés. Puis on s'est aussi questionné à savoir s'il existe une déontologie en politique. Donc, je vous invite à aller écouter ça. Dans cet épisode-ci, je vais être accompagnée de Florence et Édouard et on va parler du rôle des médias dans la sphère politique. Donc, est-ce qu'il y a un rôle à jouer dans le jeu politique? Est-ce que la médiatisation des conflits internationaux, c'est quelque chose de tangible? Est-ce que l'influence on va même parler peut-être de l'influence des médias sur l'opinion publique et plein d'autres sujets qui m'ont l'air fascinants. Donc, j'ai très hâte de vous jaser. Non, mais avant tout, Édouard, Flo, vous êtes qui? Vous faites quoi? Pourquoi ça vous a intéressé, ce sujet-là? Oui, allô, moi c'est Édouard. J'ai rejoint le Biapri en automne, donc un petit nouveau. Puis depuis l'automne, c'est ça, je fais partie de la délégation de l'Université Laval pour la simulation des Nations Unies à New York. Puis ça a vraiment piqué mon intérêt sur comment les médias, comment on couvre les conflits et les gros événements internationaux de notre perspective. Ouais. Si je peux faire du bon, je m'appelle Florence. Je suis en deuxième année du Biapri. J'ai déjà fait une présentation un peu dans le... On t'a déjà reçu à l'émission. Je suis rendue une habituée, je pense. Et je trouvais ça particulièrement important comme sujet. Dès que Charlotte a sorti l'idée du podcast, je savais que c'était quelque chose que je voulais venir parler ici. En fait, c'est une conversation que j'ai souvent eue avec mes amis dans le passé, comme on parlait un peu... Je me souviens, j'ai une conversation que j'ai eue avec une de mes bonnes amies, qu'on parlait justement du conflit israélo-palestinien, puis on est comme... C'est triste à quel point on dirait que c'est moins couvert maintenant. Puis tous les enjeux qui sont reliés à ça. Et en ce moment, tu sais, un peu mon bagage, je fais les jeux de la science politique dans le cas académique, ce qui fait que je dois faire une recherche, vraiment, une recherche sur l'Inde. Et ce qui m'amène à côtoyer beaucoup la politique indienne, tout ce qui est perspective médiatique aussi de ce qui se passe là-bas. Et aussi, je suis sur une chaire de recherche sur les nouveaux enjeux de la mondialisation économique. Et dans ce cas-là, je fais de la recherche sur les États-Unis, la Chine, et j'en parlerai un peu plus tard dans le podcast, mais de tout ce qui est rapport à la médiatisation aussi de ce conflit-là économique. Donc, je trouvais que c'était juste un sujet hyper important. Puis je me suis dit qu'Édouard pourrait être vraiment quelqu'un d'excellent pour m'accompagner dans ce sujet. Puis ici, je trouve que c'est tellement... parce que, on parle souvent du conflit, mais c'est rare qu'on aborde l'aspect des médias, puis de comment c'est couvert, puis de la perception qu'on a. Parce que, je veux pas, les médias de nos jours, là, ça a tellement... C'est une partie là, énorme. Là, je veux dire, on est stimulé là, genre 24/7 sur nos téléphones, la télé, tout ça, la radio, on entend tout le temps les nouvelles. Puis je veux pas, si les médias, c'est ta seule source d'information, ça peut vraiment influencer ton opinion. C'est ça. Puis ça couvre à quel point ça couvre toutes les sphères du politique, du municipal jusqu'à l'international, et ça peut totalement venir faire bousculer le point de vue que tu as d'une situation. Puis tu sais, ça peut nous amener justement à regarder quel rôle que devraient prendre, disons, les médias en ce moment. C'est quoi, selon vous, le rôle idéal des médias? Pour moi, le rôle idéal des médias, premièrement, leur rôle premier, c'est d'informer. Ouais. Selon moi, ils peuvent faire autre chose qu'informer. Ça peut être choquant, ça peut être drôle, ça peut être vraiment divertissant. Un média peut être beaucoup de choses autres qu'informer, mais selon moi, la ligne où elle se trace, c'est vraiment quand les autres aspects d'un média viennent ruiner ou empiéter sur sa capacité à bien informer les citoyens. Puis c'est ça qu'on voit aussi avec souvent les polémistes, on a de plus en plus de panels politiques, de gens qui veulent avoir de plus en plus des opinions très extrêmes pour être sûr d'être dans les premières pages, dans les premières lignes. C'est ça, parce que j'imagine que toi, dans ta tête, ce que tu dis, c'est que l'essence même des médias, c'est d'informer. C'est d'informer. Puis c'est bien aussi qu'on ait une diversification des médias, comme on va en parler plus tard sur les réseaux sociaux, sur plusieurs autres plateformes. Mais il ne faut pas oublier que pour la plupart des gens, les médias, c'est là qu'on va chercher notre information. Donc, si jamais ça devient trop mêlant de décortiquer qu'est-ce qui est humour, qu'est-ce qui est sarcasme, qu'est-ce qui est... Ben oui. C'est ça. On peut parler aussi, faire le lien comme... Maintenant, on dit ça, une bonne pub, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit
disons, une mauvaise pub, une bonne pub. Tant que c'est une pub, c'est correct. Parlez-en mal, Ouais, parlez-en c'est ça. bien. C'est exactement ce que je voulais C'est ça dire. qu'on cherchait. Mais que certaines informations peuvent paraître choquantes, mais c'est tant mieux parce que on va en parler, justement. Puis je pense que parfois, des médias vont déborder de ce cadre-là informationnel pour pouvoir, justement, prendre plus de toucher les émotions, d'utiliser les émotions des gens pour pouvoir vendre plus. Parce que on s'entend, c'est un métier qui, parfois, qui est tellement c'est compétitif. compétitif. C'est hyper compétitif, les médias. Là. Il faut que tu sois le premier qui a la nouvelle. Avoir la nouvelle. C'est ça, il faut que tu aies le scoop. Puis, veux pas, ça amène les gens à aller vers des... Puis si tu es le 10e à publier le scoop, ben, il faut vraiment que tu t'assures que ton information soit frappante, soit choquante. Donc, tu vas devoir aller prendre tous les petits points de vue, toutes les petites informations à côté pour que ta nouvelle soit la plus pertinente possible. Fait que, ça amène souvent que les gens vont comme faire beaucoup pour pouvoir aller chercher comme la pépite d'information. C'est ça, ils vont aller vers des mesures extrêmes, là, justement, je pense. Ben, il y a un nouveau métier aux États-Unis. Ben, c'est pas nouveau, là, mais il y a vraiment en montée depuis l'élection de Trump, les trackers, en fait, que leur travail, eux, c'est de se promener, aller dans les rallyes des politiciens, souvent républicains, attendre de voir s'ils disent quelque chose qui sort de l'ordinaire, parce que souvent, on voit que les politiciens disent pas la même chose en région qu'ils disent en ville, parce qu'ils veulent convaincre une différente démographique de personnes. Fait que eux vont chercher les petites erreurs pour essayer d'aller chercher un scoop, une première page, un grand titre. Alors que c'est pas... on sort vraiment du cadre informationnel, comme Florence a dit. On n'est plus dans le rôle premier des médias. Là. On essaie juste de chercher des petites bébites sur la vie personnelle des gens, sur... Mais ça, est-ce que tu dis que ces trackers-là que tu expliques, est-ce que c'est des gens qui sont un peu commissionnés de faire ça par exemple, une opposition politique? Oui, c'est des gens qui sont engagés de chaque parti politique. Je connais pas beaucoup qu'est-ce qui se passe au Québec à propos de ça. Ouais, je pense que ça doit être moindre. Ouais, ça doit être beaucoup moindre parce que c'est vraiment moins polarisé. Ouais. Mais aux États-Unis, souvent, ben, c'est le Parti républicain qui engage des trackers pour aller voir les rallyes du Parti démocrate et vice-versa. OK. Puis le but, c'est d'aller chercher aller chercher l'erreur. L'erreur. Aller chercher... telle personne a dit ça à Chicago, il a dit ça en Louisiane. Okay. Ces deux affaires-là n'ont pas rapport. Ce politicien-là n'est pas honnête. Fait que c'est vraiment au niveau informationnel. C'est pas on cherche le scandale, genre un peu comme à la paparazzi. Là. C'est plus comme on veut voir s'il y a des erreurs qui sont dites. Oui, mais je pense que ça peut être très payant. Ouais, c'est ça. Dès que avoir la vidéo d'un politicien qui dit quelque chose qu'il ne devrait pas dire. Ou dire un mot qu'il ne devrait pas dire. Ou... Peu importe. Mais c'est ça. De juste aller tout chercher, puis on peut aussi se demander est-ce que c'est les médias qui ont débordé de ce scandale informationnel ou c'est juste rendu que c'est avec l'omniprésence des médias partout que peu importe, disons, ça peut faire un lien justement avec le dernier podcast qu'on a parlé de justement l'absence de vie privée des gens, que tu vas être un politicien en campagne et tu vas avoir tout le temps des gens qui vont te suivre pour pouvoir gagner ces petites nouvelles-là. Mais on l'a vu avec la candidate là, qui était contre PSPP. Là, juste ce petit truc-là, qui est une vidéo. J'ai enlevé un dépliant. Ouais. Ça a complètement changé le cours de sa campagne. C'est ça. Ça fait pas de... Je pense que oui, placé comme ça, avec comme la description qui fait une candidate de Québec solidaire vole un pamphlet, malhonnêteté électorale. Mais on se sépare de ça. Je pense que ça fait pas d'elle une mauvaise personne, mais... Ça la rend juste plus humaine si ça peut l'être de juste... Elle a fait une campagne, elle l'a vu sortir, puis elle a juste écouté la petite voix en elle qui a fait comme tu peux l'enlever, vas-y, c'est une énorme erreur de jugement, mais tu sais, après ça, c'est que ces gens-là, souvent, reçoivent des menaces de mort. Est-ce que c'est proportionnel au geste? Au geste, tu sais, oui, voler des dépliants, on est d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord autour de la table, ça se fait pas. Mais je pense que les médias créent ça aussi, là, à chaque nouvelle, exemple, on s'en va sur le Facebook de TVA Nouvelles, chaque commentaire, c'est négatif. C'est que du négatif de... Mais oui. Puis tu sais, même potentiellement qu'elle, pourquoi peut-être qu'elle a fait... Là, évidemment, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais peut-être qu'elle a fait ce geste-là parce que justement, elle s'est dit, OK, ben je suis contre le chef d'un parti. Donc là, il y a beaucoup de médias sur lui. On parle beaucoup de lui dans sa campagne. Fait que moi, si je veux avoir une chance, tu sais... Peut-être. Fait que c'est peut-être même les médias qui l'ont poussé, je sais pas. Ça peut être une hypothèse. Puis peut-être que ça aussi, c'était un geste que définitivement elle n'aurait pas dû faire, mais est-ce que ça a été complètement amplifié par le médiatique? Ça, 100%. C'est un pamphlet, après tout. Oui, ça représente quelque chose de plus gros, mais ça reste que les personnes qui posent ces gestes-là ne devraient pas avoir à faire face à des menaces de mort, à des...
Puis même à se retirer de la course, Oui, là, je veux ouais. dire. C'est Ouais. quand même... Exactement. Puis tu sais, je trouve qu'on peut faire un lien, justement, peut-être, on va en reparler un peu plus tard, mais comment, justement, tout ce que les médias peuvent dire sur quelqu'un peuvent complètement aussi changer comme une personnalité publique. Je sais qu'Edouard va avoir des exemples peut-être après la pause. Ouais. Mais tu sais, si on prend par exemple notre premier ministre, Justin Trudeau. Si tous les matins tu l'ouvres ton journal, ça va être écrit OK, fait que Trudeau a fait ça, Trudeau a fait ci, Trudeau est une mauvaise personne. Peut-être qu'aux prochaines élections, tu n'auras pas le goût de voter pour lui parce que tout ce que tu vas avoir vu, c'est du négatif. Fait que tu peux tellement facilement dépeindre une personne comme étant complètement négative, autant que tu peux idéaliser une personne par le biais des médias. Ouais. Mais je pense qu'il y a une nuance à faire aussi. Je pense que les journalistes, ils ont une éthique là, de travail dans le sens que c'est pas tous les journalistes. Tu sais, veux pas, il y a une grande partie qui est du sensationnalisme dans les médias de nos jours, mais je pense qu'il y a énormément de journalistes tu sais, qui sont extrêmement compétents puis qui vont Oui. jamais aller Ouais. à chercher tu sais, le petit truc puis le faux titre puis la désinformation. Mais la désinformation de nos jours, on le voit dans les médias sociaux, c'est... Ouais. Tu sais, c'est énorme là, Mais je comme pense pas que ça phénomène. vient d'une... justement, comme tu dis, je pense pas que ça vient d'une mauvaise intention des journalistes, Ouais. mais je pense que c'est juste inconscient. Si jamais mettons, je suis journaliste, je vois que quand j'écris sur un tel sujet, Ça pogne. c'est hein. incroyable, Ouais, j'ai ouais. une promotion, tout marche bien. Mais quand Ouais. j'écris sur la bonne action de ma ville, Ouais, tu sais, c'est sûr. souvent, Ouais. on va chercher aussi pour son intérêt personnel, puis c'est aussi sur comment les gens réagissent. On met la faute sur les médias, mais les médias sont un peu une réflexion de nous. Mais oui. Tu sais, les médias Ben, nous c'est donnent l'offre ce et la que nous, on demande, veut. là, c'est Exactement, oui. Puis j'allais Mais dire, je pense qu'il y a aussi beaucoup de journalistes indépendants. Tu sais, il y en a qui vont avoir une super bonne sécurité d'emploi, qui vont être engagés. Puis peut-être à ce point-là, Mhm. je m'y connais pas beaucoup sur le métier de journaliste, mais je pense que pour ces journalistes indépendants-là, tu es obligé d'avoir des nouvelles qui vont pogner dès que tu vas les sortir pour pouvoir justement Mhm. comme avoir Ouais. un bon emploi puis avoir un bon salaire. Fait que tu sais, c'est beaucoup d'incitatifs à faire des nouvelles. Mais tu sais, en tant que tel, c'est Ouais. clair que c'est pas la majorité puis la plupart sont neutres dans ce qu'ils font. Mais tu sais, comme quand on parle que justement les gros titres, tout ça, c'est ça qui va attirer l'attention. Puis que tu sais, quelqu'un qui suit pas tant les nouveaux, tu sais, comme l'actualité ou quoi que ce soit, puis qui se fie vraiment juste aux gros titres dans les journaux, ben c'est sûr là, que des fois, il peut avoir de la désinformation, il peut avoir, tu sais, veux pas, tu sais, t'écris le, tu sais, c'est quoi le mot dans le clickbait, là? Ouais. Tu sais, que comme on voit ça beaucoup sur YouTube, tout ça, tu mets le gros titre qui va attirer l'intérêt. Puis ensuite de ça, dans l'article, il y a peut-être des nuances, il y a quelque chose d'un peu plus, tu sais, un propos plus intelligent, mais le titre, il est punché, fait que ça fait en sorte que là, la personne elle dit « Ah, si le titre dit ça, ben c'est ça la nouvelle, puis Ouais, c'est puis ça. » les gens puis lisent pas. c'est ça, ils lisent pas plus loin que ça, puis ben ça crée de la désinformation, là. Puis en même temps, je peux comprendre parce que on peut dire, les gens s'informent pas, mais c'est pas tout le monde qui a le temps nécessairement ou l'énergie de faire, je vais lire chaque nouvelle. Ouais, oui. Tu sais, je pense qu'il y a une responsabilité de la part des grands médias de faire attention à ce qu'ils mettent justement dans leur page titre, dans leur grand titre, parce que Dans l'édition, là, dans le on voit que la plupart des gens, même les gens qui achètent le journal, vont finir par lire les grands titres, puis Ouais, oui. est-ce qu'ils vont lire vraiment la Garder petite la section nuance? sport. Ouais, c'est puis, ça. tu sais. C'est ça. Au final, tu sais, on dit souvent que ton fil d'actualité va se personnaliser beaucoup pour qui t'intéresse au final. Ouais. Mais exemple, tu vas lire le journal, tu vas lire juste ce qui t'intéresse. Puis, tu sais, je parle, tu sais, je vais peut-être faire une généralisation aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont beaucoup moins lire les journaux ou lire l'actualité parce que, pas que c'est pas accessible, mais tu sais, en tant que tel, il y a plus grand monde qui lise les journaux papier. Ouais, exact. Sinon, c'est des nouvelles sur ton téléphone. Fait que- Mais tu sais, il y a des affaires aussi qui sont comme moi, j'ai une application, ça s'appelle Volve. Puis ça, c'est comme des nouvelles qui sont vraiment là, comment dire ça, comme raccourcis, là, comme vraiment un résumé d'une nouvelle. Puis quand tu rentres sur l'application, tu mets vraiment tes intérêts. Puis genre, qu'est-ce que... Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que je mets politique, tout ça. Fait que j'ai les nouvelles de l'actualité, mais c'est sûr que si toi, tu coches sport, art, musique, tout ça, tu sais, tu vas avoir l'actualité des sujets qui t'intéressent. Mais toutes les autres, t'as pu faire une sélection de genre, tu sais, pas voir l'actualité. Fait que des fois, tu sais, Puis comme tu disais, je me semble hier ou quelque chose, que tu sais, tes amis, des fois, sur Insta, et ils vont juste... Tu sais, prendre un... Comment on appelle ça? Des petits visuels. Là, Ben, en fait, c'est comme les panoramas. Mais pas les panoramas, mais aussi les galeries de genre petites nouvelles Ouais. qui vont être faites par, disons, des pages. Je me souviens, tu sais, c'est des pages qui veulent faire des. Justement, comme un peu clickbait aussi. Ouais. Ce que j'ai vu passer récemment, c'était comme des personnes aux États-Unis qui disaient que les femmes qui se faisaient avorter, genre, méritaient la peine de mort. C'est un gros clickbait, c'est choquant. Donc, Ouais. les gens vont aller lire ça puis vont être choqués, donc ils vont le repartager. Mais j'ai pas lu toute la situation. Clairement qu'il y a plusieurs points de vue qui vont embarquer dans cette situation-là. Clairement, ce n'est qu'un point de vue. Donc,
est-ce que de prendre ces informations-là directement, c'est beaucoup mieux que de ne rien lire, définitivement. Mais est-ce que c'est la meilleure façon d'aller chercher des informations? Mais tu sais aussi, je trouve ça vraiment drôle, moi, des fois, quand il y a comme une tendance là, que tout le monde sur nos réseaux sociaux vont repartager la même story, par exemple, comme sur une guerre, sur tu sais, ce qui se passe en Iran, sur l'Ukraine, tout ça. Tout le monde partage la même story avec la même information. Puis là, une semaine plus tard, il y a une personne qui se dit, ben, ce qui était écrit dans cette story-là, ben, c'est pas vrai. Ouais. Il crée un nouveau post. Puis là, ça devient genre que là, soudainement, c'est ça, c'est le contraire. Fait que là, tout le monde en repose, Fait que personne va au fond des choses, j'ai l'impression. Puis parfois, c'est même pas les bonnes informations, c'est justement, je pense que c'est l'affaire avec les feux en Amazonie, il y a peut-être 2 ans. Au final, les gens ont repartagé les photos, et c'était une photo qui avait été prise en Australie ou quelque chose de même. Donc les gens étaient comme, ben, t'as même pas utilisé la bonne photo pour pouvoir pousser ton contenu. T'as juste pris la photo qui était la plus choquante, tu l'as mis, t'as dit, regardez, il y a des feux en Amazonie. C'est vrai qu'il y a des feux en Amazonie, c'est hyper grave, mais utilise pas des faux... Ouais. Tu sais, je vais apporter une nuance parce que c'est pas toutes nécessairement les nouvelles sur les réseaux sociaux qui sont mauvaises. Exact. Je suis un compte sur Instagram, c'est Ground News, puis en fait, ça évalue tous les médias sur une échelle de gauche-droite, en fait. Okay. Puis ça nous donne une nouvelle, puis ça donne tout ce que tous les grands titres des médias par rapport à cette nouvelle-là. Fait qu'on peut voir que tel média, exemple Fox News, aurait écrit tel... C'est un titre sensationnaliste. On voit sensationnaliste. vraiment la différence. Il y a une énorme différence. Souvent, il y a des mots au complet qui ne sont pas mentionnés. Je pense à justement tout ce qui avait rapport avec Roe v. Wade aux États-Unis. Quand ça s'est arrivé, ben, il y avait vraiment... On voyait des deux bords de l'échiquier politique. Spectre, ouais. C'est le jour et la nuit. Là. Fait que je peux comprendre les gens qui tombent dans leur comme, chambre d'écho puis qui arrêtent d'écouter ce qui se passe autour d'eux parce que tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, c'est les mêmes mots, dits par les mêmes personnes, par les mêmes médias. Puis l'algorithme fait ça aussi. Là. Je pense pas que c'est les gens qui choisissent d'être « OK, je me ferme totalement », parce que tout le monde pense qu'ils ont la bonne... Tout le monde dans le spectre politique pense qu'ils sont les personnes les plus informées, puis que tous les autres sont idiots. Ouais, c'est ça. Qu'eux détiennent la vérité la plus pure, puis que ce qu'ils donnent comme information. Puis c'est vrai que faut mettre la nuance. Toutes les pages Instagram de nouvelles ne sont pas des mauvaises pages. Ouais. Vraiment, tu peux aller suivre Radio-Canada sur Instagram, qui vont publier des trucs qui vont être super pertinents. Tu sais, comme la page RAD, là, ça a vraiment créé comme de l'information digestible, informée, tu sais, pertinente. Fait que pour quelqu'un qui, justement, ne suit pas l'actualité de façon, tu sais, aussi avide de lire les journaux, d'écouter les nouvelles, tout ça, ben là, t'as une nouvelle résumée par une source qui est fiable, puis ça peut vraiment rendre ça plus accessible. Ça, c'est vraiment un bon coup de Radio-Canada. Puis je trouve que c'est vraiment un très bon exemple, la meilleure exemple, selon moi, d'un média qui se réveille puis qui fait « OK, les jeunes ne veulent plus lire les journaux. Ouais. Les jeunes n'écoutent plus la télévision, ils n'ont même plus le câble. Qu'est-ce qu'on fait? » Eux se sont réveillés puis ils se sont dit « C'est mieux d'avoir de l'information, oui, qui est digestible, oui, que... » Là, s'il y a plein de dessins dessus, oui, c'est très résumé, mais au moins, les gens vont avoir la bonne information, puis vont avoir une information simili-neutre, en fait, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de neutralité totalement, mais ça permet aux jeunes, puis moi, je vois justement sur mon fil Instagram, des gens jamais s'intéressent à la politique, jamais s'intéressent aux événements du monde, mais quand même, ils suivent RAD. Ouais. Moi, on dirait que j'aime mieux voir un repost de RAD qu'un repost d'un compte Instagram. Tu sais pas c'est qui est propriétaire, tu sais pas c'est qui le finance non plus. Il y a beaucoup de lobbies aux États-Unis qui financent des comptes Instagram. C'est fou comment ça va loin. Là. Puis si je peux rebondir un peu sur ce que tu disais tantôt, que justement, comme quand les gens, il y a un conflit qui éclate quelque part dans le monde, c'est tout ce que tu vois sur Instagram. Mais je trouve que ça vient pas faire un lien avec le point de genre le conflit en Ukraine qui est tellement important en ce moment, qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place sur, disons, la sphère, sur l'espace médiatique. Dans tous les médias, Dans tous les médias, j'ai googlé le mot Ukraine hier pour pouvoir juste continuer un peu ma recherche. Les 2 premières pages, t'as même plus la page Wikipédia quand tu tapes Ukraine. C'est toutes des pages de justement qu'est-ce qui se passe en Ukraine, qu'est-ce qui se passe là-bas. Et ce qui est tellement important parce que c'est un pays qui est justement occidental, qui est en Europe, qui est une démocratie, c'est hyper important de savoir ce qui se passe là-bas. Mais le fait que toute l'attention médiatique a été portée là-dessus, on n'a plus du tout entendu parler de tous les autres conflits qui se passent dans le monde. Et Dieu sait qu'il y en a énormément ailleurs. Ouais. Fait que c'est comme de mettre le focus sur quelque chose qui est tellement important,
mais ça vient comme... C'est ça, parce que la guerre, en tant que telle, elle est tu sais, je veux dire, c'est un événement tragique qui se passe en ce moment. Fait que c'est normal que la nouvelle se dirige vers ça. Mais il y a tellement d'autres événements tragiques dont on parle jamais dans les médias. Puis ça revient au fait de, ben les médias, ben ils ont un certain pouvoir éditorial, puis ils ont un certain pouvoir de choisir qu'est-ce qu'ils mettent dans leurs médias. Puis, ben on parle, les conflits là, en Afrique en ce moment, les conflits dans le Moyen-Orient, tout ça, qu'on entend depuis la guerre en Ukraine encore. On n'entendait déjà pas parler. Là, on entend encore moins parler. Puis c'est comme si on avait comme focus une attention particulière sur l'Ukraine parce que c'est un pays, qui est proche de l'Europe, qui est proche de l'Europe, qui est en Europe, puis il semble avoir une culture similaire à la nôtre. Donc, c'est important qu'on en parle, c'est important qu'on en parle. Mais tout le reste, c'est comme si... On dirait que le conflit en Ukraine a juste mis en lumière que finalement, peut-être que la paix démocratique n'existe pas vraiment. Puis ça vient comme... Parce qu'il y avait comme un gros âge d'or de la démocratie. C'est comme, OK, peut-être que c'est pas génial. Fait qu'on va super beaucoup documenter ça, mettre beaucoup de, genre, diaboliser la Russie là-dedans, genre la Chine qui est en allié. Mais c'est ça, tu sais, tous les conflits qui font tellement plus de morts en Afrique. On va parler du Congo avec, genre, tout ce qui est avec le Rwanda. Tu sais, je sais qu'on peut parler du Yémen, de l'Éthiopie, qui a le conflit encore du Tigré, qui n'est pas fini depuis, genre, 2019. Genre, c'est des choses qui tuent beaucoup de monde. Puis, justement, les gens qui en parlent pas, ça fait que je trouve que le média a vraiment un pouvoir de, genre, focaliser l'attention sur un conflit et de lui donner toute son importance dans le restant du monde, justement. Si, disons, les médias commençaient à sortir en mars, d'aller documenter ce qui se passe au Congo, peut-être qu'on serait beaucoup plus attentif à ce qui se passerait. On voudrait s'informer de sa situation. Fait que c'est tout ce pouvoir-là que les médias ont. Puis c'est qui décide dans les médias? Puis surtout que je pense que ça serait important d'avoir plus de transparence, selon moi, parce que Radio-Canada étant un média qui est financé en partie par nos impôts, ça serait intéressant de pouvoir voir, puis j'applique ça à tous les médias en général, de pouvoir voir qui décide quoi, quel conflit est assez important et sur quel baromètre on se base. Ouais, c'est ça. Tu sais, sur quoi on se base pour décider que les Ukrainiens, leur combat, il est assez important pour qu'on aille le documenter, qu'on aille aller voir les histoires humaines, qu'on aille voir pourquoi la géopolitique, pourquoi c'est intéressant, mais pourquoi en Afrique, ça fait des années et des années, des dizaines d'années qu'il y a des dictateurs, qu'il y a des révoltes. Pourquoi on en parle pendant 2 jours? Ou comme exemple, quand il y a eu l'assassinat du président en Haïti, je pense que c'est l'an passé. Puis, on n'a pas beaucoup parlé. Puis pourtant, c'est quand un même leader, proche de là, nous, en Ben plus. oui. assassiné. Ouais. C'est... Mais c'est comme, c'est ça, c'est by the way, tu sais. Mais je pense aussi que, tu sais, c'est un peu le lien avec justement le métier de journaliste, c'est qui va de correspondant à l'étranger. Je pense que c'est quelque chose aussi c'est qui coûte cher. Puis c'est mon père qui m'a envoyé cette nouvelle-là la semaine dernière, qui sur les ondes de 98.5, qui parlait que Radio-Canada commençait à avoir moins de budget pour pouvoir envoyer des correspondants en Ukraine. Puis tu sais, mine de rien, t'as aussi une question hyper monétaire en arrière de ça, de est-ce qu'on a l'argent d'envoyer des correspondants dans tous les conflits? Puis tu sais, je pense aussi que t'envoies un correspondant en Ukraine, qui est un pays peut-être plus similaire aux nôtres. C'est sûr que t'as beaucoup de différences culturelles, t'as pas le même langage, peu importe. Mais t'envoies quelqu'un en Afrique, c'est une culture complètement différente. Tu vas avoir un système politique complètement différent. Fait que je pense que c'est peut-être plus compliqué de bien analyser le conflit, de pouvoir mieux le documenter aussi. Fait que je pense que t'as peut-être aussi ce problème-là de justement documenter tous les conflits, mais tu sais, ça rend pas le problème moins pire, disons. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est sûr que peut-être envoyer quelqu'un dans un conflit, je sais pas, là, tu sais, quand c'était en France, là, juste les manifestations, c'est moins compliqué que d'envoyer quelqu'un en Éthiopie, c'est sûr, là. Mais rendu là, tu sais, comme évidemment, mais je pense que comme tout dans la vie, là, toutes les compagnies, que ce soit des médias ou autres, ben il faut qu'ils fassent une analyse coût-bénéfice, mais tu sais, couvrir la nouvelle qui est, tu sais, une nouvelle là, qui change le cours de l'histoire, tu sais, comme des guerres en Afrique, puis des coups d'État, tout ça, que tu te dis, c'est comme si on voulait pas en entendre parler, genre. Puis c'est tellement important de sortir de notre zone, genre, tu sais, occidentaux-centriste, là, genre. On parle tout le temps des conflits en Europe, tout ça, puis on dirait que, moi, personnellement,
si je m'intéresse pas aux autres conflits ailleurs, ben j'en entends pas parler dans les médias traditionnels ou dans les médias que même je subis sur les réseaux sociaux. Là. Puis, t'as aussi le fait que, là, je vais prendre par exemple le génocide au Rwanda en 1994. Le Conseil de sécurité n'a pas vraiment agi. T'sais, c'est comme, OK, c'est un fait connu, ça n'a pas vraiment... Ils ont envoyé les casques bleus, c'était leur part. Si, disons, le conflit avait été beaucoup plus parlé, si les gens en avaient vraiment parlé, ça aurait devenu une pression comme, disons, je sais pas, quand les États-Unis devaient envoyer des troupes, je pense que c'est en Corée, c'est pas en Corée du tout... Vietnam? De quoi tu Vietnam, parles? c'est ça, Vietnam. T'sais, les gens se sont révoltés contre ça. Les gens ont fait de la pression comme pour le pays. Comme si les gens avaient fait autant de pression contre leur pays pour pouvoir envoyer justement du monde au Rwanda pour régler le conflit plus vite, est-ce qu'on aurait pu justement régler ça plus vite si les gens avaient vraiment... C'était révoltés, c'était fâchés contre leur gouvernement de genre, vous ne faites rien, vous êtes dans l'inaction. Ouais. Je pense que tu touches de quoi, parce qu'on parle beaucoup des médias depuis tantôt, mais tu sais, au fond, c'est nous, les citoyens, qui ont un peu le pouvoir de décrier une situation. Puis je pense que c'est pour ça que les réseaux sociaux, ça peut être utile aussi, parce que ça permet une communication plus rapide puis plus franche, selon moi, que dans les médias traditionnels où c'est seulement une minorité de personnes qui ont accès au pouvoir de faire connaître de l'information ou faire connaître un conflit. Fait que je pense que ça part de nous. Puis comme Charlotte avait dit, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'intérêt des citoyens envers les conflits qui se passent, que ça soit au Moyen-Orient ou que ça soit en Afrique ou en Asie. On dirait que dès qu'il y a un minuscule événement, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, c'est comme si c'était une révolution, mais des guerres, il y en a partout, tout le temps. C'est constant. Fait que c'est puis même où que on va c'est trouver, constant dans ces parties-là du monde, souvent. Puis que justement, quand on est en Europe, ben là, c'est... Ouais, c'est comme si c'était spécial. C'est parce que c'est ça, normalement, c'est un environnement stable. Puis là, soudainement, tu sais, wow, OK, il y a des bombardements dans un pays. Il y a un pays qui envahit un autre pays. Genre, qu'est-ce que c'est ça? Nan. Je pense que Puis ça rend, je pense que ça vient aussi d'un sentiment de genre, ça pourrait-tu nous arriver à nous, tu sais? Genre, peut-être pas en Amérique du Nord, dans le sens qu'on est tous entourés d'alliés, mais je veux dire, quand même, il y a du monde qui sont proches quand même. Mais, tu sais, c'est de là à dire, on est dans notre petite paix tranquille, mais who knows, peut-être que ça Je pense pourrait... qu'on se pensait immunisé à ce genre de conflit-là. Mais là, on pensait que c'était qu'un problème des pays en voie de développement et des pays qui n'avaient pas une stabilité politique très grande. Mais on se rend compte que même des pays comme, en guillemets, je fais des guillemets en ce moment, comme le nôtre, ont des problèmes politiques très importants. Puis de la famine, il y en a même dans des pays en Europe. Puis des guerres, il y en a même des pays en Europe. Des destructions aussi, des morts. Tu sais, même, on parle de la famine, mais disons, la malnutrition, c'est un problème qui touche partout, tous les pays dans le monde. Oui. Fait que, tu sais, c'est au-delà de la famine. Il y a des problèmes de malnutrition énormément aux États-Unis. Ben, la pauvreté, juste de base, là. La pauvreté aux États-Unis, là, c'est un fléau, là. Comme c'est un pays, tu sais, un pays qui est complètement, genre, tu sais, le pays le plus industrialisé ever, puis il y a du monde, la moitié du monde sont pauvres, puis ils sont pas capables de subvenir à leurs besoins. C'est supposé être l'hégémon, mais au final, tu vas voir, puis c'est comme... C'est comme l'autre côté de la médaille, un peu. On veut tellement monter les pays en Occident, les médias veulent tellement monter les pays en Occident que, justement, peut-être qu'on va pas chercher ces petites failles-là qui sont chez nous. Tu sais, quand on parle de famine, tout le monde pense au Yémen, tout le monde pense à des pays qui sont super loin, super étrangers de nous, mais encore aujourd'hui au Québec, il y a des gens qui mangent pas le matin parce qu'ils n'ont pas l'argent de manger, mais on voit pas souvent ça dans les médias. Non, c'est souvent quand on parle de... Souvent, on associe, je pense, un certain problème à un certain pays. Les guerres, c'est en Afrique. En Europe, c'est tel problème, c'est l'extrême droite en ce moment. C'est comme si on voulait associer chaque région à son problème, les catégoriser, comme ça, on n'a plus besoin d'y penser, puis c'est comme, OK, mon travail est fait, genre. C'est surtout, en même temps, d'idéaliser. D'idéaliser notre nation, puis de juste comme, OK, on est le meilleur modèle, on n'a pas de faille, tout va bien. Puis ça, en même temps, tu sais, aussi amener une nuance. Dès qu'il y a un problème qui touche, disons, un des pays comme les nôtres, justement, comme... Parlons du terrorisme aux États-Unis, que genre, je sais pas si vous avez vu les statistiques, que c'était comme le taux d'accidents terroristes qui est arrivé aux États-Unis versus la part des médias qui parlaient de ça. Oui. C'était complètement disproportionné que, justement, il n'y avait pas eu tant d'accidents, mais que le monde avait tellement peur que ça faisait toutes les couvertures médiatiques.
Mais, tu sais, c'était pas le vrai problème au final. C'était juste que les médias avaient... Mais c'est quand ça revient à comme l'intérêt, comme là, évidemment, le terrorisme, c'est la sécurité nationale. Mais tu sais, même juste en Ukraine, là, si on revient à l'Ukraine, genre, pourquoi on en parle autant? C'est parce que en Ukraine, ben, il y a des intérêts américains, il y a des intérêts occidentaux. Oui, là. Je veux définitivement. dire, tout ce qui est économique, là, Ouais. l'Ukraine, c'est un point. Ben, tu sais, la c'est volonté clé. de joindre l'Union C'est européenne, ça. c'est pour ça qu'on les voit, selon moi, comme... Je pense que dans la perception des gens, souvent, on les voit comme nos amis. C'est Ouais, nos c'est alliés ça. de base, mais pourquoi? Tu sais, pourquoi ça serait Mhm. eux nos alliés? L'Ukraine, avant qu'il y ait tout ce conflit-là, avant qu'il se fasse envahir, ben, il y avait des problèmes. Il y avait des réels problèmes en Ukraine. Puis c'est pas... C'est drôle que, juste à cause qu'on a des intérêts là-bas, ça soit automatiquement nos amis, puis c'est automatiquement... On vous accueille, mais les autres pays, si jamais vous aviez eu comme des débordements politiques, on n'est pas d'accord avec vous, c'est comme, vous n'êtes pas nos amis, vous êtes... Mais on a un peu moins d'intérêt avec, comme Ouais. de, tu sais, d'impliquer dans vos, tu sais, Ouais. dans Mais votre pourtant, pays. c'est puis tout des ça, vies puis- humaines. Ben, Ben oui, c'est ça. Tu avais aussi la présence que l'Ukraine était sur le bord de rejoindre l'OTAN. Donc, les États-Unis avaient encore plus un intérêt militaire avec l'Ukraine. Ils n'ont pas rejoint finalement comme l'organisation. Mais tu sais, ils étaient sur le bord. Fait que tu sais, t'as comme l'Union européenne, t'avais presque l'OTAN. Fait que... Puis en plus, c'est quand même considéré comme le garde-manger de l'Europe, l'Ukraine. Donc, t'as beaucoup aussi d'importance de... Oui. Là, c'est des champs qui sont dévastés, c'est de la nourriture qui est en moins. C'est vrai qu'au début du conflit, ça me fait rappeler ça, au début du conflit, c'était beaucoup ça qu'on entendait. C'était, les conséquences sur nous. Qu'est-ce que ça va faire sur nous? Puis c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça aussi qu'on veut tant préserver la paix dans cette région-là, parce que justement, le garde-manger de l'Europe, Mais ben, oui. les Européens, ils se disent, ils voient cette expression-là, ils sont comme, ben, on veut manger, nous. Alors Ben que oui, dans c'est un autre ça. conflit, peut-être qu'ils n'ont pas autant d'intérêt à garder la paix, puis pour eux, ben, ça... Ça les concerne Ben, moins. exact. Ils se sentent moins concernés, ils sentent moins que... Ben, ils sont menacés là, Ouais. par Puis même à- ces situations-là. Puis même par ça, t'as toute la perspective aussi de genre, OK, la Russie est méchante là-dedans. Par exemple, les sanctions économiques qui ont été imposées par les autres pays à la Russie. On peut penser à l'Allemagne, qui avait une grosse dépendance énergétique Mhm. à la Russie. Oh non, justement, ça a une conséquence sur nous. On dépend de cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, c'est ça. C'est vrai qu'on peut peut-être percevoir les conflits comme ils ont beaucoup plus d'importance parce qu'ils ont plus d'importance pour nous. Ouais. Alors que, disons, au Congo, ben, ça ne touche pas beaucoup. C'est très loin de nous, c'est pas sur le même continent, c'est pas occidentalisé, c'est comme... Ouais, 100%. Mais on va en profiter pour faire une pause parce que j'aimerais vraiment ça à la suite qu'on parle ben, de ces conflits-là, mais des impacts que ça a chez nous. Donc, soyez des nôtres. On se revoit bientôt. Vous êtes de retour à l'écoute d'A priori, l'émission et podcast des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Donc, je suis toujours accompagnée de Florence et Édouard. Puis, dans le fond, on parlait avant la pause ben, de la médiatisation des conflits et tout ça. Mais quand on parle des conflits, tu sais, je veux pas, on parlait que on a des intérêts ailleurs. Puis c'est pour ça souvent que la médiatisation concerne certains conflits et pas d'autres. Mais justement, c'est que ces conflits-là ont des conséquences chez nous. Puis je pense que ce serait super intéressant d'aborder l'aspect tu sais, des immigrants qui émanent de ces conflits-là. Donc, des fois c'est des réfugiés, des fois, c'est juste des gens qui parviennent à quitter le pays. Donc, je vous écoute là-dessus. Ouais, ben, moi, qu'est-ce que ça me fait penser, c'est un point spécifique sur l'immigration liée au conflit russo-ukrainien. Premièrement, en France, on a beaucoup vu que plusieurs médias, pas polémistes, mais chroniqueurs, plusieurs panels politiques, on percevait vraiment les personnes issues les réfugiés ukrainiens comme étant de la bonne immigration, en guillemets. Mais c'est quoi la bonne immigration? Ouais. Comment on décide qui est un bon immigrant? Parce que, tu sais, exemple, plusieurs pays comme la France, ils peuvent avoir des réfugiés ou des immigrants économiques qui viennent de l'Algérie, la Tunisie, qui sont deux pays qui sont plus proches géographiquement et même culturellement de la France que l'Ukraine. Alors, on se base sur quoi? Tu sais, ils ont des plus grandes communautés francophones, puis on sait que la francisation, c'est vraiment un gros facteur quand on parle d'intégration, une bonne intégration d'une personne issue de l'immigration. Fait que pourquoi les Ukrainiens seraient
des bons immigrants, alors que d'autres, moi, ça me laisse Mais un c'est que c'est petit, tellement, tu sais, le terme, le ouais, bon bon. On dirait immigration. que ça laisse C'est un comme petit s'il y goût avait besoin amer, de nous genre. donner quelque chose pour avoir notre accueil. C'est comme si c'était un échange de services. Ouais, Ben, c'est On ça dirait comme... que, de base, c'est aussi que le fait qu'on a perçu autant l'Ukraine dans les conflits, on dirait que ça donne un certain capital de sympathie à Mm. toutes ces personnes-là qui viennent d'Ukraine. Mhm. Donc, OK, ben, tu sais, il fuit un conflit, vraiment, c'était horrible. Ben, tu sais, oui, il fuit un conflit, c'était horrible. Oui. Mais il y en a d'autres, des conflits, puis c'est partout. Puis, tu sais, justement, Mhm. genre, tout ce qui est culture, tout ce qui est langue, c'est tellement, disons, je pense qu'ils parlent ukrainien, justement, là-bas. C'est tellement loin du français, alors que, justement, t'as des communautés françaises, et t'as énormément de communautés françaises en Afrique. Puis, tu sais, je trouvais que ça faisait un peu un lien, j'ai la statistique ici, depuis comme le 1er janvier 2022, fait que depuis comme un an, il y a comme 175 000, non, même plus que ça, 200 000 immigrants ukrainiens qui sont arrivés au Canada. Puis tu sais, c'est énormément beaucoup, alors que pour ce qui est des personnes, genre, africaines, c'est beaucoup plus difficile. Puis je faisais un lien justement avec le Québec, que je me sais plus si c'est au niveau de universitaire ou au niveau de la province, mais qui demandait d'avoir plus d'immigrants, genre, d'origine africaine, parce que c'est des immigrants français, et on s'entend que l'enjeu de la langue au Québec, c'est hyper important. Fait que s'ils peuvent avoir plus de personnes qui parlent déjà français, c'est hyper avantageux, mais tu sais, c'est moins bien perçu ou peu importe. Mais moi, je pense qu'il y a aussi une nuance à faire parce que, oui, il y a la guerre en Ukraine, sauf que c'est important de savoir que la communauté ukrainienne au Canada était, tu sais, bien avant ce conflit-là, était très importante, là. Tu sais, on parle actuellement, là, au Canada, il y a 1,3 million de Canadiens qui sont issus, qui sont d'origine ukrainienne, tu sais, puis il y a un fort... je veux pas dire lobby parce que c'est pas ça, mais il y a des associations ukrainiennes là, qui sont déjà, tu sais, qui poussent beaucoup pour tu sais, ces enjeux-là, puis Ouais. ils poussent pour qu'il y ait comme que leurs enjeux soient pris en compte. Là. J'avais vu justement que le Canada, c'est le premier pays qui a reconnu l'indépendance de l'Ukraine lors de l'implosion de l'URSS à cause des pressions de ces groupes-là qui avaient fait ça. Puis même affaire Stephen Harper en genre 2014 avec l'annexion de la Crimée, tout ça, là, il avait prononcé des critiques super sévères par rapport à Poutine. Puis il y avait vraiment eu de la pression, encore une fois, de la communauté ukrainienne canadienne. Donc oui, je pense que en ce moment, le conflit a beaucoup amplifié l'aspect de « Ah oui, il faut accueillir les Ukrainiens ». Mais les Ukrainiens il y en a beaucoup au Canada depuis longtemps. Puis, tu sais, je pense que ça a juste amplifié le phénomène. Genre. Selon moi, c'est vraiment un enjeu qui est profondément politique, justement, parce qu'il y a tellement de pression. Mais il faut pas oublier que des gens qui pourraient se qualifier de réfugiés, il y a des gens qui viennent de la Russie aussi, là. Mais on dirait qu'on n'a pas justement le même... Il n'y a pas le même capital de sympathie pour les gens, parce qu'il y a mais on les perçoit comme les méchants. Oui, c'est comme... Eux sont vus comme étant les méchants, mais pourtant, jusqu'à il y a 25-30 ans, c'était le même peuple, entre guillemets. Puis, pourquoi on leur accorde un rôle de « Ah, eux sont profondément méchants, eux sont très gentils, c'est les victimes », alors qu'il y a beaucoup de Russes qui souffrent, beaucoup de Russes qui veulent dénoncer cette invasion-là. Alors, eux aussi méritent notre respect, méritent notre accueil, autant que la communauté ukrainienne. Puis je trouve qu'il y a ça s'est peut-être perdu, ce respect-là, pour les gens, vu qu'on les associe à leur pays. On l'associe à Poutine, straight up. C'est ça, c'est comme... Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est vraiment juste ça. J'allais dire justement, comme le peuple russe est extrêmement victime de Poutine chaque jour. Puis c'est ça, on va souvent associer comme le conflit à OK, c'est la Russie qui attaque, alors que c'est vraiment le gouvernement, le Kremlin, qui prend toutes les décisions. Et on l'a vu comme quand le conflit a commencé un peu, que les gens qui contestaient les mesures de Poutine, ben souvent ça finissait en prison ou ça disparaissait pour des raisons mystérieuses. Donc, je pense vraiment, au final, la Russie, le peuple russe est quasiment la première victime de ce conflit-là. Oui. Puis il n'y a pas beaucoup de couverture médiatique aussi sur ça. On parle beaucoup des médias dans cet épisode-là. Puis on vient parler de comment les médias peuvent façonner une personnalité ou un peuple en général. Là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est russe égale méchant, ukrainien égale gentil. Ouais. Alors que c'est tellement plus nuancé que ça, mais on dirait qu'on va pas chercher à voir plus loin que cette dichotomie-là un peu qui
qui est simple à avoir. Tu sais, Oui, mais ben oui, ça, c'est tellement plus simple dans notre c'est ça, tête. c'est Ben une oui. logique de juste, évidemment. Ben, Puis ça tu sais, vend tellement plus. Le fait de démoniser un certain peuple Ben oui. aux dépens de quelqu'un d'autre, c'est comme... Ben c'est ça. T'as le bien, t'as le mal, puis c'est facile à comprendre. Mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu beaucoup de couverture médiatique en Russie. Mais en même temps, est-ce qu'il y aurait vraiment pu avoir de la couverture médiatique en Russie? Je pense pas. C'est compliqué. Ouais. Fait que tu sais, c'est encore comme une problématique que les journalistes ne peuvent pas vraiment aller en Russie. Ils ne peuvent encore moins faire des articles. Ils vont vraiment donner leur point de vue. Donc... Puis, ben, tu sais, ça, ben, veux pas, on parle d'immigrants, mais c'est pas juste les Ukrainiens, là. Fait que dans le fond, je sais que vous voulez parler aussi un peu là, du chemin Roxham, puis ce que ça impliquait. C'est ça, parce que en tant que tel, ben, on peut considérer les Ukrainiens sont des réfugiés, mais au Québec, on a quand même beaucoup de personnes qui arrivent justement par le biais de ce chemin-là. Et ça fait quand même polémique quand ça a sorti, quand les gens en ont entendu plus parler. Et disons, les partis politiques se sont positionnés quant à cet enjeu-là. Et vraiment, c'était comme, encore une fois, comme, peut-être Québec solidaire était comme les gentils, les autres partis étaient peut-être comme moins en accord parce que justement, ils veulent un meilleur contrôle de l'immigration, de l'immigration, mais plus ou moins de l'immigration, c'est plus des réfugiés. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, encore une fois, je pense que les médias sont un peu partis avec cette histoire-là, puis c'est encore comme... Justement, je pense que c'était plus son point drôle si tu voulais compléter ça. Puis je trouve que les médias se sont fait un malin plaisir à diaboliser les deux camps. T'sais, on voyait vraiment... c'était comme les péquistes sont racistes, détestent les immigrants, veulent plus les accueillir. Puis de l'autre côté, c'était les solidaires, eux, ben ils veulent l'abolition des frontières, ils veulent pas protéger nos intérêts, ils veulent pas que la social-démocratie marche. Fait que c'est comme où il y a tellement plus de nuances, mais pour les médias, quand on voit un panel politique, quand on a 5 minutes dans notre journée pour savoir qu'est-ce qui se passe, souvent c'est le plus simple à donner à quelqu'un, puis on va chercher les petites paroles de quelqu'un pour faire tout ce camp-là pense la même chose. Mais par exemple, le chef d'un parti, c'est pas la vision même de ses députés, c'est pas la vision de ses membres, c'est pas... Fait que je pense que c'est important de faire plus de nuances justement dans les médias pour pas que ça arrive que automatiquement il y ait un camp qui se positionne, qui soit vu comme étant pro-réfugié, puis un camp anti-réfugié, alors que... La réalité est tellement plus complexe que ça. Tu as tellement plus d'éléments à prendre en considération. Puis c'est définitivement, QS ne sont pas pour l'abolition complète des frontières. C'est pour ça qu'il faut aller chercher dans le milieu, parce que c'est là que ça se trouve, là, la vérité. Puis quand on dit que les médias ils débordent du cadre informationnel, c'est ça. Parce qu'on ne veut plus informer exactement de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce qui est proposé à l'Assemblée nationale. On va vraiment chercher les petites bébites en conférence de presse, les petites choses pour dire « et voilà ce qu'elle pense ». L'interprétation, c'est ça. L'interprétation des mots aussi va tellement changer. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que si on parle du fait que, tu sais, vous disiez que le PQ, genre, il était perçu comme ci, comme ça, ben c'est peut-être juste parce que l'utilisation d'un mot a fait en sorte que, il y en a un qui a vu ça comme, sont racistes, l'autre a vu ça comme, puis tout de suite, là, ça prend des proportions. Quand, alors que souvent, réalité, c'est des erreurs. Là. On dit tous des expressions. On pense pas, tu sais, souvent, on grade pas à quel point c'est supposé être intense. Eux, tu sais, ils travaillent toute la journée sur des dossiers comme ça. Des fois, ça peut devenir vraiment émotionnel. Puis, tu sais, surtout la cause des réfugiés, c'est quelque chose qui est profond. Tu sais, ça vient nous toucher, ça vient nous chercher. C'est des humains. On voit de la misère humaine. On voit comment ces gens-là souffrent. Fait que c'est difficile pour nous de être super neutre. Puis, c'est la même chose pour les journalistes. On peut pas s'attendre à ce qu'un journaliste soit totalement neutre face à une famille qui mange pas à sa faim, qui est persécutée dans son pays d'origine, persécutée politiquement, socialement, économiquement. Fait... Puis je trouve qu'on peut faire un lien un peu plus loin, par contre, avec, disons, la loi 21, qui est un peu aussi la même perspective du PQ, qui a cette loi-là, elle a fait beaucoup écho, mais surtout dans le Canada anglais. C'est sûr que le lien que je viens de faire avec ton point est un peu plus loin parce que ça faisait plus longtemps qu'on a parlé de cet enjeu-là. Mais disons... C'est la perception d'un parti, mais sur un autre enjeu. Fait que disons, tu vas aller dans le Canada anglais, puis ils vont utiliser justement des termes. Ils vont peut-être décrire cette loi-là avec justement comme les aspects plus négatifs de cette loi-là, qui est comme, OK, ben vraiment, on veut laïciser. OK, on veut pas les symboles des minorités religieuses. On veut pas voir ça. Ça, c'est plus correct. T'as plus le droit d'exprimer ta religion. T'as plus le droit de, justement...
ils sont pas tolérants, genre, pour ces enjeux-là. Fait que ça a été vraiment la diabolisation, littéralement, de cet article-là de loi. Puis, tu sais, vous pouvez vous positionner contre, vous pouvez vous positionner pour, mais, tu sais, en tant que tel, je pense que le but, c'est la laïcisation, parce que c'est un enjeu de la langue et de la culture québécoise. Mais, tu sais... Mais il y a eu une diabolisation, peut-être même d'un parti, mais du peuple québécois du Québec, de base. c'est tout le concept du Québec bashing en général. On est allé... Alors que la loi 21, après tout, c'est vraiment pas tous les Québécois qui étaient d'accord avec ça. Vraiment parce que nous, c'est sûr que je pense, selon moi, il y a une grande partie des gens qui étaient d'accord avec la loi 21, justement, après ce que les médias nous avaient présenté. Les médias au Québec ne l'ont pas présenté de la même façon que les médias au Canada anglais l'ont présenté à la population. Donc, selon moi, ça représente pas la vision du Québec parce que, tu sais, on rétrécit vraiment, là, c'est vraiment entonnoir. Là. On a la population du Québec, les députés, députés du Parti québécois. C'est comme, on va vraiment chercher une minorité de personnes qui sont supposées représenter comme le Québec au grand complet. Puis comme la grande diversité d'opinions qu'il y a au Québec, c'est pas vrai que c'est tout le monde qui est pour la loi 21, puis c'est pas vrai que tout le monde qui sont pour la loi 21 sont automatiquement des mauvaises personnes, puis c'est pas vrai que les gens qui veulent continuer à porter leur signe religieux, c'est des mauvaises personnes. Mais je trouve que c'est ça le problème en ce moment avec les médias, c'est qu'on va chercher à catégoriser un certain groupe de personnes puis faire ça égale méchant, ça égale idiot, ça égale... J'ai un peu de misère avec ça, ce concept-là. Loi 21 égale forcément xénophobe. Comme... Il y a beaucoup plus de nuances là-dedans à apporter au final. Mais encore là, c'est le punch. C'est l'effet vendeur. Puis c'est aussi, ça crée le nous versus eux. Là. Oui. Tu sais, comme au Canada anglais, veut pas, tu vois, au Québec, ils font ça. Ouais, imagine vivre là. Wow, comme... Mais même affaire pour nous, je pense qu'on tombe dans le même piège constamment. On tombe dans le même piège par rapport à... C'est ça, là. Ça est tombé aussi dans les élections qu'on a réalisé qu'il y avait beaucoup d'États qui étaient encore très conservateurs au Canada. Puis on était comme... OK, parce que je pense que le Québec, en tant que tel, se positionne plus de gauche. On a un système qui est un peu plus de gauche. Fait que, de voir... C'est ça, juste pour comme l'assurance santé, puis l'assurance maladie, le système d'éducation. Mais tu sais, t'as encore des États qui ont des opinions différentes de nous dans le restant du Canada. Fait que t'as tout ça. Je me comprends. Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est sûr qu'on passe à Alberta, tout de suite, on imagine pétrole, pays conservateur, puis on passe au Québec, puis hydroélectricité, puis wow, on est alors que je pense qu'on a beaucoup plus en commun. Tu sais, en tant que souverainiste, justement, c'est difficile. Tu sais, souvent, on voudrait que toutes les personnes, exemple, un souverainiste dise ben là, l'Alberta, État province pétrolière, ça aligne pas avec mes valeurs, sont full différents de moi. Mais je pense que juste de se parler, avoir un dialogue entre... Parce que justement, on a une séparation des médias francophones au Canada et des médias anglophones. On se parle pas. Il n'y en a pas de communication. Fait que nous, on va chercher ce qui se passe là-bas. On fait « Oh, ouais, c'est vraiment pas chic ce qui se passe là-bas. Ils sont vraiment idiots. » Eux font la même chose pour nous. Il n'y en a pas de dialogue là-dedans. C'est qu'à aller chercher les petites bébites puis faire « On est full différent, alors que, après tout, c'est que... T'sais, on n'a pas des systèmes politiques si différents que ça. Là. Littéralement, on a vraiment le même on est dans le même c'est sûr qu'il y a des différences. Mais après tout, moi, je déplore vraiment ce manque de dialogue-là 100%. qui nous empêche de voir que chaque province a de quoi offrir. Puis peu importe nos opinions politiques, on a tout de quoi apporter à la table puis qu'on n'est pas juste la catégorie dans laquelle on nous a mis. Là. Une autre chose que j'aimerais peut-être parler, ça serait aussi comme la perception que les médias peuvent donner à des leaders politiques. Oui. Que je trouve ça tellement intéressant, comme je parlais justement d'un peu dans l'introduction, que si on commence à sortir des nouvelles tous les jours sur Justin Trudeau, comme quoi il fait ci pas correct, il fait ça pas correct, c'est forcément un mauvais premier ministre, il gagnerait pas ces prochaines élections. Puis, mais tout comme tu pourrais avoir quelque chose d'aussi banal que il était donc bien beau, tu sais, à cette conférence-là. Tu sais, comme des médias vraiment. Qui sont très juste en mode paraître, puis, tu sais, Justin Trudeau paraît bien, le monde aime Justin Trudeau. Tu sais, toutes ces souvent, affaires-là. on se base sur des bons coups. Tu sais, exemple, on parlait justement de la perception des personnalités politiques. On s'était déjà parlé, moi et Florence, justement, de comment l'évolution de la perception de Paul Saint-Pierre Plamondon, non seulement au sein du Parti québécois, mais aussi au sein de la société québécoise. Au début, ça n'avait pas été facile. La course à la chefferie du PQ, ça n'avait pas été super facile. Puis même les membres, on ne sentait pas une grande confiance envers PSPP. Mais après ce qui s'est passé avec refuser de prêter le serment au roi,
tous les bons coups qu'il a fait, je pense que les médias sont allés chercher ça, puis on l'a vraiment édifié comme étant une personnalité forte, quelqu'un qui se tient debout, quelqu'un qui serait comme vraiment un bon match pour être premier ministre, alors qu'au début, alors que les médias disaient on n'a pas super confiance, les panélistes disaient ouf, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr que c'est la personne de la situation. Ben là, les gens faisaient moins confiance à Paul Saint-Pierre Plamondon. Je trouve ça drôle comment c'est guidé. Il était tellement édicté de manière négative au début, puis justement, je pense, au sein de son parti, les gens avaient plus ou moins confiance, les gens doutaient, et vraiment un parti très divisé au début, puis là... Récemment, tu as eu l'Assemblée générale du Parti québécois, et il y a eu un taux historique dans son vote de confiance qui est de 98,51% de ses membres qui lui faisaient confiance. C'est fou, là. Fait que la montée que ça a faite de justement comme... Ben, tu sais, oui, le premier... mon Dieu, j'allais vraiment dire le premier ministre. Le chef du parti a vraiment fait un parcours quasiment sans faute. Il a fait des bons coups après bons coups. Il a fait des belles choses. Oui. Mais, tu sais, les médias ont énormément joué là-dedans. On voit que, tu sais, oui, 98,51%, c'est encore plus fou à penser quand on voit qu'ils ont seulement obtenu 3 députés aux dernières élections. Oui, le score était bon en termes de pourcentage. Oui, c'est encourageant. Oui, ils montent dans les sondages. En ce moment, dans les sondages, sont techniquement la deuxième... Oui, deuxième place, j'ai vu ça récemment. Sont l'opposition officielle en termes de pourcentage de vote. Mais quand on regarde par siège, quand on regarde réellement les pertes qu'il y a eu au Parti québécois depuis l'entrée en fonction de PSPP, c'est tragique. Mais pensez-vous que, justement, là, parce que avec toute l'histoire du serment et tout ça, moi, je pense que ça va avoir vraiment influencé certains Québécois. Là. Oh oui. Dans le sens que, tu sais, ça va être genre, oh my God, ce gars-là, il a dit qu'il allait faire ça. Il l'a fait. Ça a fonctionné. Ça a passé. Même s'ils sont juste 3. C'est super rafraîchissant pour les gens. Là. C'est ça. C'est rafraîchissant. Puis moi, j'entendais du monde parler justement de ça il y a pas longtemps. Des gens qui sont pas péquistes. Tu sais, c'est pas des gens qui s'identifient à ce parti-là, mais qui sont comme, hey, il est quelque chose, celui-là. Là, ben oui. Il commence à dégager un aura de, c'est ça, comme tu disais, là, de vraiment quelqu'un qu'on a confiance. Là. Puis en tant que tel, il y a souvent comme le préjugé de qu'est-ce que tu vas faire avec 3 députés à l'Assemblée nationale? Tu feras pas grand-chose, tu sais. Mais là, il était même pas encore rentré dans l'Assemblée nationale et il avait déjà fait, genre, changer les choses. Oui, puis je pense que ça, justement, même avec 3 députés, je pense que pour plusieurs, c'est comme c'est super rafraîchissant. Les médias le présentent comme étant une présence qui est rafraîchissante à l'Assemblée nationale parce que ce qu'on voit depuis la victoire de la CAQ en 2018, c'est vraiment une opposition constante entre le fédéral, le provincial. On veut quelque chose, le fédéral veut pas. Le fédéral veut quelque chose, nous, on veut pas. C'est tout le temps le bras de fer, alors que lui, c'est comme si les médias le présentent comme étant lui qui se tient debout. Mais ça a eu un effet fou sur sa popularité. Là. Sans ça, selon moi, il y aurait vraiment pas le même score qu'il y a eu 98,51%. Puis encore là, je pense qu'il y a aussi la nuance à faire que le serment, c'est un enjeu qui je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont en accord. Tu sais, que la monarchie, c'est un peu dépassé, Ben, genre, le fait que c'était tellement quelque chose que les Québécois étaient en accord, que tu sois de tel parti ou tel parti, que là, ça a juste rallié énormément de gens qui sont de différents, d'idéologies politiques à faire, ben, ce gars-là, il a fait quelque chose, ben, ce parti-là, là, on va pas généraliser, mais ils ont fait de quoi pour tous. Ouais. Puis je pense que ça aussi, dans les médias, c'est les médias, ils l'ont aussi, ils ont fait un portrait par rapport à ça. Oui. C'était un idéal pour tout le monde. Fait que, OK, on le met dans les médias comme un idéal, t'sais. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé aussi, j'imagine. Ouais. Je pense pas que c'est aussi le premier personnage politique que, justement, il fait des choses on souligne énormément ses bons coups dans les médias et que ça change complètement son pourcentage d'appréciation. Le meilleur exemple, c'est Modi, en Inde, Narendra Modi, qui est le chef du BJP, qui a été élu en 2014. Il y a eu 73%. C'est un organisme aux États-Unis, en fait, c'est comme le World Appreciation of Leaders, de quoi de même. Okay. Et ça évalue justement le pourcentage d'appréciation des leaders politiques dans leur propre pays. Et c'est le premier au monde, avec un pourcentage de 73%. Et pourtant, c'est un premier ministre extrêmement... qui est très axé vers l'idéologie hindouiste.
vers la suprématie de, justement, l'hindutva, qui est comme la pureté extrême, disons, hindouiste. Mais tu sais, en tant que tel, il y a Mais là, il y a plein d'autres il y a beaucoup de problèmes en Inde. Mais oui. Il y a beaucoup de ces lois idéologiques qui ont été extrêmement répressives pour les castes plus basses, pour les minorités religieuses, parce que Ben oui. tu as une grosse communauté religieuse musulmane. D'ailleurs, c'est la plus grande communauté musulmane au monde, mais c'est une minorité là-bas. Ouais. Puis, tu sais, on voit comme il y a toujours une médiatisation, un portrait comme médiatique super positif dans les médias en Inde qui sont peut-être d'une indépendance un peu, peut-être un petit peu de la misère avec la séparation entre l'État et les médias. Ben là, on le voit, tu sais, exemple, en 2016, il y a eu des représailles du gouvernement en Inde suite vraiment sur la ligne du cessez-le-feu du conflit du Cachemire. Puis, ben, le premier ministre, lui, a été vu de ces représailles-là comme étant quelqu'un de fort. Il s'est tenu debout, on s'est fait attaquer. Alors, il a été très violent, il a été très fort, mais les médias, ils n'ont pas fait « Oh, il y a eu tant de morts, ça s'est pas bien passé, il y a eu des pertes humaines, il y a eu des pertes économiques, une grande perte pour la région en général. » Non, on est tout de suite allé à « Oh, c'est un homme fort, c'est quelqu'un qui se tient debout. » Puis ça a eu un grand impact sur le nationalisme indien, sur la progression de son parti, le BJP. Puis, ben, son influence qui est vraiment grandissante sur l'Inde. Il y a vraiment une main de fer de plus en plus sur l'Inde. Puis, tu sais, on voit ça un peu partout dans le monde, là, comme récemment en Chine. C'est ça. Mais tu me fais penser que j'ai lu un livre là-dessus, puis c'était genre Strongman Democracy. Puis ça parle de justement ces leaders-là charismatiques qui dirigent leur pays avec une main de fer. Fait qu'on peut penser justement à Poutine, à Xi Jinping, à Erdogan en Turquie, qui sont tous des leaders nationalistes et qui viennent beaucoup rejoindre les classes moyennes de leur pays. C'est juste parce que, genre, ils se tiennent debout, puis ils font des mesures que personne d'autre n'ose à faire. Mais oui. C'est le genre de personnage traditionnel de, en guillemets, l'homme fort, l'homme qui sait tenir le pays. Alors que, finalement, il y a un bilan politique quand même pas si positif que ça. pas si positif. Mais moi, j'ai comme, ben, je sais pas si vous le savez, mais tu sais, 73%, mais c'est qui? Tu sais, c'est qui a donné ce vote-là? Là? Donc. Comme, ouais. Je peux te le dire. OK. Ben, en fait, il y a 10% des musulmans qui votent quand même pour lui. Dans les dernières années, en fait, c'est que Modi vient d'une basse caste. En fait, il était premier ministre de sa région, qui est au Gujarat. Et c'était, je pense, c'est une des régions les plus riches de l'Inde. Et c'est majoritairement grâce à lui. Il a vraiment développé beaucoup le secteur des technologies là-bas. Il a beaucoup contribué à l'industrialisation de cette province-là. Et ensuite, quand il s'est présenté pour être premier ministre, il a promis à l'Inde de faire un Inde comme le Gujarat. Donc, non seulement il ralliait comme les castes très élevées, parce que justement, les castes élevées aimaient son parti. Il vient rejoindre les castes basses, parce que lui, c'est un homme des castes basses. Il vient rejoindre un peu de musulmans, et il vient rejoindre toutes les castes dans le milieu. Fait que c'est ça qui a contribué à ce qu'il il soit super populaire. Oui, c'est quand même, mais... Parce que, tu sais, moi, je me disais peut-être justement que le 73%, c'était genre, justement, les castes plus élevés qui votaient, puis c'était ça qui était ça, puis... Ça prouve à quel point les médias ont un rôle à jouer dans la perception du peuple, parce qu'on pourrait... Ça serait pas fou d'affirmer que Modi va un peu à l'encontre des intérêts de la population musulmane en Inde, mais pourtant, on voit le 10%. C'est une personne sur 10 quand même, là. Puis c'est pas vrai que c'est tous des gens qui veulent voter à l'encontre de leur intérêt. C'est des gens, souvent, que eux, toute leur journée au complet, ils se font dire, ben, c'est un leader fort. Tu sais, quand on se fait répéter à répétition une certaine chose, une affirmation qu'on voit comme une vérité, ben, on finit par l'assumer, en fait. Là. Un autre exemple de, justement, comment les médias peuvent complètement changer le conflit, je trouve que c'est... Je lisais là-dessus, disons, la semaine dernière, des textes des États-Unis qui parlaient du conflit économique des États-Unis et de la Chine. Puis c'est un texte d'une madame qui travaille pour, genre, the United States Agency for International Development. Puis elle parlait dans son texte, puis elle était comme, OK, on aide peut-être les pays plus en développement à, genre, se développer, mais, genre, la Chine va tout faire le reste. Puis faut pas laisser la Chine, genre, prendre le contrôle du pays. Faut pas laisser, la Chine, genre, passer ses politiques autoritaires dans les pays en développement. Fait que c'est un discours qui était très peu modéré. Puis après, comme 2-3 jours après, j'écoutais le discours de Christina Freeland sur, justement, le même sujet. Puis était comme, tu sais, il y a des pays autoritaires dans le monde, puis il faut juste s'habituer à vivre avec.
Fait que, tu sais, c'était un discours beaucoup plus modéré, alors qu'aux États-Unis, le discours était extrêmement négatif, puis les gens percevaient juste mal la Chine à cause de ça. C'est pas pour rien qu'il y a une diabolisation de la Chine en ce moment aux États-Unis. Définitivement. Au Canada, on est beaucoup plus modéré à propos de cet enjeu-là. Parce qu'en tant que tel, la Chine est encore un grand commerçant, un grand partenaire économique. C'est pour notre huile de l'huile de canola, le porc. Je sais que pour beaucoup de choses, il nous aide beaucoup. Mais enfin, il en achète beaucoup. Oui, c'est ça. Puis tu sais, t'as aussi la diabolisation de la Russie avec l'URSS, comme dans les années, comme justement que ça se passait. Donc... Mais là, je trouve ça super intéressant, mais là, malheureusement, l'épisode tire à sa fin. Mais merci à vous deux de m'avoir accompagnée. C'était vraiment intéressant comme merci conversation. à toi. Mais vraiment, merci beaucoup à Charlotte. Cool. À Charlotte, à la troisième personne. À Charlotte, j'allais dire d'avoir fait ce beau projet-là. Félicitations. Mais sur ce, merci de votre écoute, puis on se reparle la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'A priori. Ciao, ciao!